Bonjour à tous, donc second épisode de la série sur la traite des esclaves. Donc la semaine dernière, on avait donc lu des passages de La traite des Noirs de Hugh Thomas, hein, c'est un historien britannique. Donc c'est un livre que je vous conseille, hein, qui est bien traduit en plus, et très intéressant, très précis, assez complet. Hein, c'est un sujet tellement immense qu'évidemment il ne peut pas tout traiter, hein, mais il en traite une très grande partie. Voilà, donc ensuite j'ai choisi un roman ancien, hein, quand même, hein, d'un Américain, donc ça aussi c'est traduit. Alors ça pourrait être la base une des bases de documentation pour faire un roman historique comme Racine, La traite des Noirs, mais malheureusement, mais dans les faits, Racine, ça a été publié il y a fort longtemps, hein, donc c'est en 76, hein, 1976. Donc c'est pas possible. Mais, disons que je vous répète, hein, c'est l'esprit de cette chaîne, c'est trouver des documents qui correspondraient à peu près à la documentation pour mettre en œuvre un roman historique. Voilà. Donc moi j'ai choisi ceux-là parce que je les aime bien, je les ai lus surtout, c'est déjà la base. Et voilà, donc ça donne une idée de ce qui est possible. Il y en a d'autres, hein, il y a beaucoup de documentation sur ces périodes qui représentent 5 siècles. Moi je connais celle-là, donc je vous les présente. Je connais celui-ci aussi, hein, qui est très bien fait. Alors ça présente d'autres sujets, hein, ça présente également des sujets historiques sur les royaumes africains sur plusieurs siècles, hein, c'est de 20 000 avant notre ère jusqu'au XVIIe siècle. Mais oui, c'est ça. Mais donc, il y a également des éléments dans ce livre qui permettent d'envisager la traite des esclaves. Voilà, donc Racine d'Alex Haley, hein, en roman, là c'est dans les éditions J'ai lu, dans format réduit, quoi. Voilà. Je vais vous lire la page de garde. Sous la lune et les étoiles, seul avec son fils, Omoro procéda au dernier rite de l'imposition du nom. Il marcha jusqu'aux confins du village, et là, élevant le petit en lui tournant le visage vers le ciel, il murmura tout doucement: « Regarde cela, seul est plus grand que toi. » Alors qu'il ramassait du bois pour en faire un tambour, le fier Quinté, fils d'Omoro, est capturé par des Toubabs, qui l'envoient récolter le coton de l'autre côté de l'océan, en Virginie. Hein, donc c'est l'esclavage pour les États-Unis. Hein. Le destin de sa race est scellé. Ses descendants seront esclaves de père en fils, humiliés, battus, vendus aux plus enfants, séparés de ceux qu'ils aiment. En faisant revivre son aïeul et sa lignée sur 7 générations, l'auteur retrace l'histoire terrible, déchirante et véridique de ses ancêtres africains. Une immense saga. C'est un très beau livre, hein, que je vous engage à lire. Si vous ne l'avez pas lu, hein, peut-être que vous l'avez lu, hein, parce que c'est quand même célèbre et puis c'est ancien. Alors, Alex Haley est né en 1921, grandi dans le Tennessee, portant en lui l'image d'un aïeul vénéré, Kunta Kinte. Après 12 années d'enquête, il retrouve en Gambie la trace de ses origines. Racine, tiré à 2 millions d'exemplaires, a été adapté pour les télévisions du monde entier. Voilà, donc j'ai retenu des passages. Donc passage numéro 1, page 42, la circoncision. 142, pardon. La circoncision. 142. La circoncision. Ok. 42. Ok. Les assistants de Kintango leur enroulèrent au bout du sexe
une petite bande d'étoffe enduite d'un emplâtre vert fait de feuilles pilées. Bientôt, vos photos n'auront plus de sensibilité, leur dit Kintango en les renvoyant dans leur case. Serrés les uns contre les autres, ils attendirent jusqu'au milieu de l'après-midi, honteux et inquiets de ce qui allait se passer. Et puis, on les fit sortir et voici qu'ils firent entrer dans le camp un groupe d'hommes de Djoufure, les pères, les oncles, les frères qui étaient déjà venus, et d'autres encore. Umoro était parmi eux, mais cette fois Konta feignit de ne pas voir son père. Les hommes vinrent se ranger en ligne devant les garçons et chantèrent. Ce qui va être fait nous a été fait à nous ainsi qu'aux ancêtres avant nous, pour que vous aussi vous deveniez des nôtres, nous les hommes. Puis le Kintango renvoya de nouveau les garçons dans leur case. La nuit tombait lorsque monta brusquement à l'extérieur du Juju la pulsation de nombreux tambours. On appela les garçons hors des cases et ils virent surgir dans le camp une douzaine de danseurs kankurang, dans leurs costumes de feuillage et leurs masques d'écorce. Ils se précipitèrent sur le groupe terrifié, brandissant leurs lances, bondissant et hurlant, puis disparurent aussi soudainement qu'ils étaient venus. Figés de peur, les garçons obéirent au Kintango qui leur ordonnait de s'asseoir. L'un à côté de l'autre, le dos contre la palissade de bambou du Jogjung, ça s'appelle Junjuo. Les pères, les oncles, les grands frères se tenaient à proximité et cette fois, leur chant disait « Vous retournerez bientôt chez nous et dans nos champs, et un jour vous vous marierez et la vie jouira de vos reins. » L'un des assistants de Kintango appela un garçon et le poussa vers un long écran de bambou entrelacé. Konta ne pouvait rien voir ni entendre ce qui se passait derrière, mais quelques instants plus tard, le garçon reparut, un linge taché de sang entre les cuisses. Il chancelait, et l'autre assistant le porta à moitié jusqu'à sa place entre la palissade. Un autre garçon fut appelé, puis un autre, et enfin, Konta Kante. Konta était terrifié, mais il se força à obéir à l'appel et passa derrière l'écran de bambou. Il y avait là quatre hommes, dont l'un le fit s'étendre sur le dos. Les hommes se penchèrent et, d'une poigne ferme, lui relevèrent les cuisses. Jusqu'avant de fermer les yeux, Konta aperçut le Kintango courbé au-dessus de lui, un objet à la main. La douleur fut fulgurante. C'était encore pire que ce qu'il redoutait. Et pourtant, l'emplâtre avait dû atténuer la sensibilité. L'instant d'après, il se retrouvait à l'extérieur, le sexe enserré dans un pansement. Un assistant le mena à sa place, il y s'assit, faible et hébété, à côté de ceux qui venaient de subir la même chose que lui. Les garçons n'osaient pas se regarder, mais ce qu'ils avaient craint plus que tout était enfin passé. Voilà, c'est la circoncision, quoi. Hein. Alors, page 190, enlèvement. Forcément, hein. Autrement, il n'y a pas de roman. Page 190, enlèvement. Ok. En s'éloignant du Bonlong, dans la direction du soleil, Konta atteignit enfin les hautes herbes, aussi grandes que lui. Entourant le petit bois où il allait trouver exactement le tronc qu'il souhaitait pour tailler la caisse de son tambour. S'il mettait dès aujourd'hui le bois vert à sécher, il ne faudrait pas plus d'une lune et demie avant qu'il soit prêt à être creusé et sculpté. À peu près au moment où lui et Lamine reviendraient du Mali, en entrant dans le bois, Konta vit débouler quelque chose. C'était un lièvre qui filait vers les hautes herbes, et aussitôt le chien Ouholo se lança à ses trousses. Sans doute était-ce moins pour le manger que pour le plaisir de la course, car Konta savait qu'un chien Ouholo
vraiment affamé, chasse silencieusement. Bientôt les aboiements se perdirent au loin. Le chien reviendrait quand il serait lassé de son jeu. Conta s'enfonça vers le cœur du bois où il aurait le plus de chances de trouver des arbres aux troncs lisses et ronds, juste à la taille souhaitée. Le sol moussu était plaisant à fouler, mais dans la pénombre des hauts arbres, l'air était froid et humide. Le soleil étant encore trop bas pour percer l'épaisseur du feuillage. Il déposa arme et hache contre un arbre tordu et commença sa quête, allant d'un tronc à l'autre, se penchant parfois pour mesurer de l'œil et des mains celui qui conviendrait exactement au tambour dont il rêvait, et en tenant compte qu'au séchage le bois se resserrait légèrement. Il était penché sur un tronc qui semblait faire l'affaire lorsqu'il entendit un craquement de branches qui déclencha au-dessus de sa tête les caquettements d'un perroquet. Il eut vaguement l'idée que c'était le chien qui revenait. Mais non, reprit-il aussitôt. Un chien adulte ne fait jamais craquer une branche. Et en un éclair, il se retourna. Il eut à peine le temps de percevoir un visage blanc, un gourdin brandi, d'entendre un gros piétinement derrière lui. Le toubab. Il lança un pied dans le ventre de l'homme et l'entendit grogner jusqu'au moment où lui frôlant le crâne, une chose lourde et dure s'abattit sur son épaule comme un tronc d'arbre. Titubant sous le choc, Kunta fit volte-face. Tournant le dos à l'homme, qui gisait à ses pieds, plié en deux, et vit fondre sur lui deux noirs tenant un grand sac et un autre toubab armé d'un bâton court. Il se défendit de ses poings atteignant les noirs au visage et aussi le toubab, dont il réussit par un saut du côté à esquiver le bâton. Cherchant désespérément une arme, Kunta bondit sur eux à coups de tête, de genoux, les griffant, visant les yeux, insensible au gourdin qui lui pilonnait le dos. Au moment où trois d'entre eux s'abattaient sur Kunta et l'entraînaient au sol sous leur poids combiné, il reçut dans les reins un coup de genou qui le traversa d'une douleur fulgurante. Suffocant, il ouvrit la bouche et, rencontrant des chairs, il mordit, déchira, déchiqueta. Sentant sous sa main un visage, il enfonça sauvagement ses ongles dans un orbite et entendit hurler l'homme, tandis qu'à nouveau le gourdin lui martelait le crâne. Voilà, c'est bien écrit, moi je trouve, hein, c'est bien décrit en tout cas. Voilà, ensuite, troisième passage, souvenir, page 376. 376. Beaucoup de pages, hein. 376. Souvenir. Qu'il soit dans sa case ou qu'il conduise le maître, Kunta n'arrêtait plus de fouler sa mémoire. Et il finit par retrouver leurs noms, l'un après l'autre. Sitafa Silla, son meilleur ami. Kalilou Conté. Il avait traqué et rapporté ce gros oiseau pour obéir au Kintango. Sefo Kella, celui qui avait sollicité du Conseil des Anciens l'autorisation de nouer l'amitié Teria avec cette veuve. À leur tour, les visages des Anciens lui revenaient, et aussi leurs noms, qu'il croyait avoir totalement oubliés. Le Kintango, c'était Silla Badiba. L'alimamo, Kujali Damba, le Uadanela, Kahamo Tamba, et la tête de fin d'études au sortir du troisième kafo. Kunta avait si bien récité ces versets du Coran qu'Omoro et Binta avaient fait présent d'une belle chèvre à Larafang. Brima cessait. Kunta s'abandonnait à la joie d'avoir retrouvé ses noms, et puis soudain ce fut la désolation. Ces anciens devaient être morts et présents. Les camarades de son kafo, qui renvoyaient comme de petits garçons, ils avaient maintenant son âge. Adjufure, et lui, Kunta, il ne la reverrait jamais. Pour la première fois depuis bien longtemps, il s'endormit en pleurant.
Quelques jours plus tard, au conseil du comté, Conta prit par un cocher que les Noirs du Nord, réunis dans la Société des Noirs, prenaient un retour massif en Afrique pour tous, libres ou esclaves. Conta rétorqua que cela n'arriverait jamais, qu'il suffisait de voir les maîtres de se disputer les Noirs et lâcher des sommes de plus en plus fortes pour s'en procurer. Mais il était bouleversé par cette perspective, tout en sachant que le violonneux préférait demeurer esclave en Virginie que vivre libre en Afrique. Conta aurait voulu en discuter avec lui, car le violonneux était toujours au courant de tout ce qui pouvait avoir trait à l'affranchissement. Voilà, bon, c'est la vie en Virginie, là. Hein. Ensuite, page 486, alors c'est Kizzy, fille de Conta. Alors on passe de génération. Page 486. Page 486. Kunta sentit qu'elle ne lui disait pas tout. Mais au bout de quelques minutes, dans la case surchauffée, ses narines lui apprirent que Kizzy venait d'avoir son premier écoulement de sang. Cela faisait près de 13 ans qu'il voyait au fil des jours son enfant grandir et se développer. Et il savait bien depuis quelque temps qu'elle ne tarderait pas à devenir femme. Et pourtant, cette odeur révélatrice le prenait entièrement au dépourvu. Mais Kizzy fut sur pied dès le lendemain, et Conta, qui ne la contemplait plus avec les mêmes yeux, fut étonné de voir combien ce mince corps était épanoui. Il éprouvait une sorte de gêne devant les petits seins ronds comme des mangues, la croupe déjà rebondie. Sa démarche même n'était plus celle d'une petite fille. À présent, quand il arrivait, en sortant au matin de la chambre, de trouver Kizzy encore demi-dévêtue, il détournait la tête et la petite elle-même paraissait gênée. S'ils avaient été en Afrique, cette Afrique devenue si lointaine pour lui, Belle aurait appris à Kizzy à se frotter de beurre de galam pour avoir la peau luisante et à se noircir la bouche, les paumes et les plantes des pieds avec la suie des marmites. Et Kizzy attirait déjà les hommes cherchant à prendre pour épouse une jeune vierge formée à tous les travaux des femmes et nantie de bonnes manières. Mais l'émoi le saisit dès qu'il songeait qu'un homme plongerait un jour son photo entre les cuisses de Kizzy. Et puis, il se rassurait. Cela ne se passerait qu'après un mariage en règle. Et c'était à lui, le fa de Kizzy, que reviendrait la responsabilité de juger des qualités personnelles et des origines familiales des soupirants pour choisir celui qui conviendrait le mieux à sa fille. Et ce serait encore lui qui fixerait le prix de la fiancée. Alors, Kunta se reprenait. Pourquoi songer ainsi aux coutumes et traditions de son Afrique? Non seulement ne pouvait-il être question de les observer ici, mais même d'y faire allusion, sous peine de s'attirer de graves ennuis. Quant à trouver pour Kizzy un prétendant de 30 à 35 ans, l'âge idéal, il n'y avait pas songé. Non, il devait raisonner selon les coutumes du pays des Toubabs, où les filles épousaient, enfin, sautaient le balai, comme il disait, quelqu'un de leur âge. Voilà, ensuite, page 503, le viol. Alors, page 503. Et oui, en période de soumission, de telle soumission, ça a eu un certain nombre de fois. Alors, il bondit sur Kizzy et l'empoigna. Elle se dégagea en hurlant, mais d'une sèche détente du poignet, il lança son fouet. La lanière brûla la nuque de Kizzy, qui se lança sauvagement sur lui en essayant de lui lacérer le visage de ses ongles. Dans un torrent d'imprécations, il la jeta sur le sol. Kizzy se releva en un éclair, mais d'une bourrade, l'homme la renvoya à terre. Et soudain, il était à genoux à côté d'elle et lui serrant la gorge pour étouffer ses cris. « Je vous en prie, maître, je vous en prie. »
il lui enfonçait de l'autre main des lambeaux de toile à sac dans la bouche. Kizzy suffoquait. Elle essayait de le repousser de ses bras. Elle cambrait les reins pour se redresser. Alors, il se mit à lui cogner le crâne contre le sol, puis il la gifla de plus en plus violemment. Et Kizzy sentit soudain qu'il lui relevait sa robe, qui lui arrachait ses dessous. Elle se tordit désespérément, hurlant en vain, bâillonnée qu'elle était par la toile à sac. Les mains de l'homme remontaient en haut de ses cuisses, cherchant ses parties intimes, où les doigts fouillaient, pinçaient, trituraient. Et puis l'homme lui porta un coup qui l'hébéta, et rejetant ses bretelles, il tira sur son pantalon. Soudain, pénétré dans un trait de feu, Kizzy défaillit. Mais l'homme s'agitait encore et encore. Alors Kizzy s'évanouit. Quand elle ouvrit les yeux, l'aube était déjà là. La honte la submergea, en voyant pencher au-dessus d'elle une femme noire qui lui nettoyait le sexe avec un linge frotté de savon et de l'eau tiède. La main de la femme remonta sous ses cuisses, et Kizzy reconnut à l'odeur qu'elle s'était souillée, submergée de honte. Elle ferma les yeux. Quand elle osa de nouveau regarder la femme, elle se rendit compte que celle-ci avait un air aussi naturel que si elle exécutait n'importe quelle tâche courante. Pour terminer, la femme lui couvrit le ventre d'une serviette propre et murmura « T'as sûrement pas envie de parler. » Voilà. Voilà, bon, ça évoque toutes ces périodes, que ce soit en Afrique ou en Virginie. Hein, ça aurait pu être aux Antilles françaises, ça aurait pu être en Jamaïque ou au Brésil. Voilà. Donc c'était pour évoquer ces périodes terribles de la traite des esclaves noirs. Mais il y a eu des traites ailleurs dans le monde, hein, en Orient, bien sûr sur le bassin méditerranéen, les traites des esclaves pour l'Empire ottoman. Voilà, donc c'est un sujet qu'on peut traiter, analyser, et puis ensuite en faire des romans, et des beaux romans qui ont été écrits sur ce sujet. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Alors là, je vais partir en vacances, donc on ne se verra pas avant 3 semaines, je pense. Voilà. À très bientôt, tout de même, hein, après les vacances. À bientôt.